éventuellement, nous tenterons d'y répondre. Monsieur, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous présenter au moment où vous posez les questions. Ah, je vois Madame Caron, c'est bien Madame Caron, qui a opéré sa transformation aussi. Allez-y, je vous écoute. Bonjour monsieur, Cédric Leclerc, Raymond James. Qui c'est? D'où? Raymond James. Merci beaucoup. Non, ça marche. Oui, ce sera plus facile. Je vous en prie. Cédric Lecabre, Raymond James, sur les 3 questions, messieurs, si vous me le permettez. La première, sur les critères de pilotage de votre positionnement prix et de votre masse d'efforts promotionnels en France. Quels sont les critères que vous retenez? Comment s'inscrivent les indications de part de marché qu'on a mensuellement et qui font éventuellement mal à votre titre? Comment s'inscrit la notion de trafic dans vos magasins? Est-ce que vous êtes satisfait des tendances de trafic actuelles dans vos différents formats? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pilotez à la semaine, au mois, à l'heure, ces prix et ces promotions? Bien sûr. Ça, c'est la première question. La deuxième sur Carmila, est-ce que vous pouvez nous aider à actualiser les grands agrégats, nous expliquer les mécanismes de création de valeur, revenir un peu, faire un point d'actualité sur Carmila, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez, comment ça marche. Voilà. Et le dernier sujet, parce qu'on voit des commentaires depuis quelques semaines aux États-Unis, localement en Europe, et éventuellement sur quelques pressions déflationnistes dans certains segments de marché liés à des effets induits de certaines matières premières qui ont chuté, qui commencent à être transformées avec des prix en baisse. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global sur la situation? Est-ce que vous craignez des pressions déflationnistes sur certains marchés, dans certains segments, en Europe notamment? Merci beaucoup. Merci monsieur. Alors, quant aux indices promotionnels, indices de prix, part de marché, 0,1 à la semaine, moins 0,7 au mois, plus 0,2, sans DIA, avec DIA, etc. Moi, je vous réponds très clairement, monsieur, nous les observons, nous les regardons, mais c'est pas ça qui pilote nos stratégies. Deuxième volet, du tout. Et donc, je vous recommande, si vous êtes un analyste ou un investisseur, à faire de même, à ne pas rester sur ce court-termisme indiciel qui correspond à des critères plutôt valables pour la télévision, hein, ou pour le cinéma, qu'à la distribution. Deuxième chose, Carrefour, puisqu'il s'agit de la France que vous questionnez, Carrefour est sans doute la société la plus promotionnelle du pays. Depuis maintenant une année et demie, nous voyons bien que le retour de Carrefour dans le jeu, c'est-à-dire avec des prix plus efficaces, avec comment dirais-je, une communication plus forte, n'ayant pas hésité aussi à rentrer dans des éléments de comparaison avec nos concurrents, on voit bien qu'on a dû toucher quelque part quelque chose que depuis longtemps ne touchait plus, c'est-à-dire l'espace concurrentiel. Les autres ne sont pas restés inertes, ils ont bougé. Et donc on voit des gens qui étaient très basés sur le everyday low price, qui sont entrés de nouveau dans une dynamique promotionnelle que jusque-là on leur avait peu connue. Il est évident, c'est un raisonnement un peu théorique, qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc ceux qui étaient dans les prix bas everyday low price qui rentrent dans la promo auront quand même du mal durablement à rester du everyday low price surtout. Nous qui étions peut-être excessivement promotionnels, puisqu'on est arrivé à des taux promotionnels extrêmement significatifs, et avec des mécaniques très ciblées, très propres à Carrefour, nous allons devoir également bouger. Mais ça, c'est le propre de notre métier. Et ce n'est certainement pas avec des indices variables de 0,1 sur la semaine précédente que nous allons nous laisser embarquer ou guider par les gens qui font ces indices. D'ailleurs, ces gens qui font ces indices travaillent à la fois pour des fabricants, pour d'autres concurrents que nous, et parfois dans des services auxquels nous ne faisons pas appel.
Voilà, ça c'est ma réponse. Donc nous allons continuer de faire notre travail et nous ne nous laisserons pas entraîner par la muleta de certains opérateurs qui sont de géniaux toreros dans l'arène. D'ailleurs, la tauromachie n'est pas très bien vue aujourd'hui dans tous les pays du monde. Ça évolue aussi. Voilà ce que je voulais vous répondre. Donc, nous n'entendons rien céder sur les prix, mais nous n'entendons pas nous faire conduire par quelques indices à la journée ou à la semaine. Est-ce que, parce que c'était quand même le sens de votre question, est-ce que nous pressentons des tendances déflationnistes? Nous les avons déjà pressenties, c'est-à-dire ressenties. La déflation sur les produits alimentaires de masse a été d'environ 2%, je pense, au cours de l'année 2015, entre 1,5 et 2%. Et cette déflation est venue, effectivement, d'une confrontation assez vive des opérateurs entre eux. Eh bien, il faut l'assumer. Vous avez introduit également la baisse des matières premières, qui a été très forte, également au cours de ces périodes-là. Ce n'est pas toujours un inconvénient pour les distributeurs, ça peut être aussi un atout concurrentiel. Et donc sur ce plan-là, je crois que la déflation des matières premières, j'ose l'espérer, a atteint quand même son terme. On ne peut pas vivre de la déflation éternellement. D'ailleurs, c'est une déflation qui a été liée parfois à des conditions climatiques défavorables, s'agissant des matières premières, parfois de la pure spéculation. Moi, je ne crois pas que ça soit extrêmement durable. Et donc, on peut toujours se méfier de la déflation. Il faut éviter de l'organiser soi-même. Et je pense que la raison s'installe toujours au bon moment pour l'éviter. Voilà. Vous avez noté, j'en profite aussi pour lever d'éventuelles questions qui pourraient se poser, que Carrefour, comme beaucoup de ses concurrents, a fait l'objet d'une attention très particulière de la direction de la concurrence, qui est venue investiguer nos méthodes d'achat dans la société. Il est certain que dans un environnement combatif dans lequel les producteurs entre eux entretiennent une concurrence vive, les distributeurs entre eux se font une guerre de prix parfois frontale, alors que le nombre de mètres carrés continue de se développer face à une demande qui augmente moins, il est évident que les relations entre nous se sont tendues. Et qu'au milieu de ces relations, quoi qu'on fasse, la régulation, je parle particulièrement de la France, qui est assez complexe et pas toujours orientée en faveur des marchands, c'est qu'en France on n'aime pas les marchands. Même quand les marchands entraînent les producteurs en dehors de nos frontières franco-franchouillardes, on est peu aimé, on pense qu'on fait des marges avec très peu d'efforts. Donc on a été investigué sur ce plan-là. Il nous appartient de défendre nos acheteurs qui défendent la société, et nous le faisons, et de leur dire en même temps, les régulations sont complexes, elles ne sont pas toujours légitimes, ne sont pas toujours objectives, mais il faut les respecter. Mais moi ce que je dis, c'est que quand deux personnes sont dans une transaction, l'une d'entre elles vend, l'autre achète, comment faire pour assurer la continuité de leur relation quand l'un des deux propose des augmentations que l'autre ne peut pas assumer? C'est tout. C'est la seule question qui se pose. Et donc, je pense que tout le monde aura compris que pour fuir la déflation que vous évoquez comme un possible, comment dirais-je, ralentisseur en quelque sorte de la capacité bénéficiaire des entreprises, il faut trouver autour de la table une entente convenable. Non, je ne crains pas la déflation actuellement. C'est ma réponse. Carmila, création de valeur de Carmila. Il y a effectivement sur Carmila, depuis quelque temps, une ébullition bien légitime, des banquiers notamment, qui effectivement ont pour vocation que le capital tourne et que les emprunts se fassent. Sur Carmila, qui est un bel actif, qui a été initié en quelle année, monsieur? Comment? 2014. Puisqu'on a la chance d'avoir ici le dirigeant de Carmila, qui n'est pas non plus complètement étranger à l'idée de faire une IPO. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours quelques intérêts indirects qui peuvent se manifester sur des opérations de ce type. Mais on le remercie parce qu'évidemment, tout ce qui peut concerner nos gens nous concerne aussi positivement. C'est une belle affaire dans laquelle l'objet, je le rappelle, c'est de garder la maîtrise de nos actifs immobiliers, de ne pas la laisser aller à volo par
comment dirais-je, un pilotage qui viendrait contrarier nos efforts commerciaux par ailleurs. Deuxièmement, de créer de la valeur à terme, parce que ce sont des actifs sur lesquels on peut effectivement faire évoluer le potentiel de rentabilité par l'élargissement de l'offre, par son renouvellement, par l'amélioration de son niveau de qualité et aussi par la différenciation qu'on peut faire avec nos concurrents principaux. J'ajoute que Carmila est une affaire qui gère des ensembles commerciaux, je dirais, qui sont en dehors du scope des très grands acteurs traditionnels qui se sont concentrés plutôt sur des grands centres nationaux ou régionaux. Donc l'interstice que nous occupons, il est bon pour nous et il est favorable au développement de la valeur ajoutée parce qu'il est moins concurrencé par d'autres acteurs immobiliers eux-mêmes. Je ne sais pas si M. Herman rejoindra mon point de vue. Donc je pense que Carmila générera de bonnes surprises et que, effectivement, comme nous y avons associé des investisseurs immobiliers de caractère financier, il n'est pas exclu de penser qu'un jour ou l'autre, certains d'entre eux chercheront une liquidité. Nous ne l'avons jamais nié, c'est inscrit déjà dans les gènes dès le début. Il s'agit de trouver le bon moment, le bon quantum et la bonne valeur. Donc, c'est comme pour le reste, pas de précipitation, pas d'excitation. J'avais d'ailleurs évoqué, je crois que c'est à la dernière réunion que nous avions, la possibilité d'une IPO au Brésil. Eh bien, la possibilité de l'IPO au Brésil reste entière. Mais elle n'est pas souhaitable quand les conditions ne sont pas là. Et comme il n'y a aucune urgence, nous attendrons, nous-mêmes et notre partenaire local, le moment idéal s'il se révèle. Donc tout ça, c'est du potentiel devant nous. Je ne sais pas si j'ai répondu sur l'immobilier. D'ailleurs, notre ami M. Herman, par l'intermédiaire de Carmila, est accompagné des gens qui nous gèrent chez nous ce qu'on appelle Carrefour Property, qui sont plus concentrés sur les murs et l'immobilier de nos propres magasins. Et ce sont ces deux organisations qui, ensemble, fédèrent, coordonnent et alimentent la création de valeur. Vous voyez ? Merci, monsieur. Madame. C'est vous, madame. Bonjour, Claire Boulot pour le magazine Challenge. J'avais 3 questions, qui sont 3 questions et pas 5. La première, c'est que... Pourquoi 5 ? Pourquoi 5 ? Parce que tout à l'heure, la première, c'était 2 questions. Ah. La première question, c'était sur Rue du Commerce. Si vous pouviez nous faire un petit point sur l'activité. Vous avez beaucoup parlé de la digitalisation en interne, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur la digitalisation en externe. La deuxième question, ce serait de faire un point sur les ouvertures de magasins, notamment sur vos derniers formats, Carrefour Bio, ou sur les implantations en aéroport. Et la dernière question, c'est sur l'augmentation de la part de la famille Moulin dans votre capital. Qu'est-ce qui est prévu ? J'ai cru comprendre que c'était possible que cette part augmente davantage. Et est-ce qu'il va y avoir des implications d'un point de vue stratégique ? La part de qui ? La famille Moulin. Ah, oui, allez-y. Est-ce qu'il y aura des implications stratégiques, soit dans les magasins Galeries Lafayette ou dans les magasins Carrefour ? Merci. Vous ouvrez, madame, un champ d'exploration nouveau pour nous. Je voulais vous en remercier. Voilà. Alors, la famille Moulin, elle est là. Elle a annoncé son arrivée de la façon la plus correcte qui soit. Elle détient aujourd'hui plus de 10% du capital. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une famille qui est historiquement liée au grand commerce français avec les succès qu'on lui connaît. Nous sommes ravis de sa présence. Voilà ce que j'avais à en dire. Est-ce que la famille Moulin est appelée à monter, pour utiliser votre terme précis, dans le capital de Carrefour? Je crois savoir, si j'ai bien lu votre très beau magazine, que vous aviez déjà eu l'occasion de la rencontrer. Vous auriez dû, ou vous devriez peut-être, lui poser la question à elle-même. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. S'ils souhaitent monter dans le capital, ils seront évidemment bienvenus. Et la famille Moulin, comme les autres, qui sont des actionnaires de la société, ce qui est très important pour la société elle-même, c'est que ça soit de bons actionnaires. C'est tout. Jusque-là, nous avons toutes les raisons de penser que ce sera de bons actionnaires pour la société Carrefour. Voilà. L'autre question que vous avez posée sur les ouvertures de magasins bio, comment, et sur la rue du commerce. C'est bien là. Ça fait bien les 3 questions que vous m'avez posées. Les magasins bio, on en a peu, on en aura beaucoup plus.
Donc on est en train de tester ça. Je rappelle que Carrefour est le premier vendeur de produits bio en France et d'assez loin. C'est peu connu, mais on le dit aujourd'hui pour éviter que ça ne soit dit par d'autres. Parce qu'au fond, on a quand même assez régulièrement été pillés dans nos bonnes idées, par défaut de les avoir poursuivis, souvent, et surtout par défaut de les avoir communiqués, toujours. Donc nous avons une position dans le domaine du bio qui est absolument exceptionnelle, et nous allons pousser les feux sur ce plan-là. Alors pourquoi ne pas, dans le domaine du bio, dont Pierre-Jean Sivignon ou Jérôme Bédier ont rappelé tout à l'heure qu'elle connaissait un taux de croissance double digit et commençant plutôt par un 2, pourquoi ne pas s'imaginer aussi que nous allons, dans le bio, utiliser cette stratégie multiformat omnicanal? La réponse, c'est oui, et c'est celle que je vous donne. Vous savez qu'il y a, dans le futur, une opportunité de croissance des magasins de proximité qui est directement liée à la contraction dans le même domaine des magasins de proximité d'autres secteurs, notamment le tertiaire, qui sont en train de se regrouper pour des raisons digitales. Donc vous voyez, tout ça fait que les opportunités sont devant nous. Et en ce qui concerne le bio, elles sont bonnes dans les magasins de proximité, elles sont bonnes aussi dans le digital. Parce qu'un site bio digital, ça peut être tout à fait exceptionnel. Donc, pour rejoindre, en partant du bio, la stratégie de la rue du commerce, la rue du commerce pour nous, c'est un laboratoire. On a acheté un laboratoire qui, je crois, s'avérera de bonne qualité, dans lequel vous avez d'abord une place de marché, c'est bien comme ça qu'on dit, c'est-à-dire un site permettant à d'autres opérateurs, dans des gammes de produits complémentaires à celles que nous faisons, de vendre par la digitalisation leurs produits. C'est très important pour nous parce que ça nous amène à une connaissance élargie de la demande et de l'offre dans des secteurs où ce ne sont pas nécessairement nous-mêmes les plus pertinents. Deuxièmement, à terme, ça débouchera sur un meilleur amortissement des coûts logistiques et de transport qui viendront s'adjoindre à nos propres produits. Et enfin, ça va nous permettre de mettre en œuvre la stratégie du click and collect, qui est réellement la stratégie qu'on poursuivra, c'est-à-dire que les clients pourront choisir très exactement à quel endroit et à quelle heure ils vont trouver leurs produits disponibles. Voilà pour la rue du commerce. J'ajoute qu'autour de la rue du commerce, il y a des choses qu'on voit moins, mais qui sont néanmoins déjà présentes. Nous avons acquis un petit site de nourriture pour animaux. Nous avons un site de vin. Au sein de la rue du commerce, il y a un site dédié pour la customisation des ordinateurs qui est assez remarquable. Et donc, on est en train d'organiser autour de la rue du commerce, d'abord un portail Carrefour FR qui donnera accès à tout ça. Ce portail, je crois, est déjà ouvert. Il est en train de se moderniser, est en train de devenir beaucoup plus convivial. Et la rue du commerce fera partie du dispositif. On y ajoute des sites spécifiques et vous aurez un ingrédient, ça s'appelle le work in progress, je crois, dans la terminologie du digital. Work in progress. Je ne sais pas si mon accent vous permet à vous qui ne parlez pas l'anglais de comprendre ce que je viens de dire, mais globalement, on est dans cette phase de construction pragmatique, empirique, tranquille, de quelque chose qui procédera d'un ensemble d'offres. On va y ajouter les voyages. Vous savez qu'on a une agence de voyage en France qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même tout à fait substantiel dans le métier. Ces métiers-là sont en train de se digitaliser. On pense qu'on va pouvoir doubler le volume d'affaires sur les voyages avec ça. On a d'autres réseaux. On a un réseau de location de voitures qui est en train de s'installer progressivement et qui marche très bien, à la grande surprise de tout le monde, surtout de voitures utilitaires. On a un site en cours d'installation de vente de billetterie de spectacles. Donc, vous voyez, tout ça est en train de se construire. C'est peu flamboyant, mais c'est par petites touches. Ça s'agrège, ça s'amalgame et ça va faire quelque chose qui aura vraiment de la gueule, si je puis dire. Donc je vous réponds sur la rue du commerce, c'est un laboratoire. Culturellement pour la société, c'est quelque chose de nouveau. Ce qu'on va éviter, c'est que évidemment la rue du commerce soit immédiatement envahie par les barbares de nos réseaux traditionnels. Il faut protéger cette affaire. On a mis à sa tête d'ailleurs, on est en train de professionnaliser le digital. On a recruté des gens dans d'autres sites concurrents,
Dans la rue du Commerce, nous est revenue une femme de très bonne qualité qui connaît bien Carrefour pour y avoir travaillé longtemps et qui a été entre-temps elle-même dans une société qui avait un site digital. Tout ça se construit. Moi, je suis extrêmement optimiste. La rue du Commerce, ça doit faire 400 et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. 400 et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas négligeable du tout. C'est pour nous la meilleure façon d'aller un peu plus vite que nous aurions pu le faire, avec moins de risques, et en même temps de retrouver un ensemble de professionnels disponibles qui est sans comparaison. Ça n'a pas été un site de grand succès, c'était la tentative faite par Monsieur Talavera, je crois, hein. C'est bien son nom. Taravella, j'inverse toujours les deux consonnes, mais qui avait lui, à un moment donné, pensé qu'autour de son activité de centres commerciaux, il pouvait plugger une forme de digitalisation qu'il mettrait également au service de ses clients. Bon, c'est une tentative qui a été faite, comme dans beaucoup d'autres domaines, et on est assez content de l'avoir trouvée pour la plugger sur notre propre activité et essayer de la transformer un peu mieux. Voilà. Ah, Brésil. Madame, je ne parle pas encore le portugais. Bonjour, Monsieur Plaza. Bonjour, Madame. Bonjour. Pas de questions indiscrètes aujourd'hui, hein? Non, je crois pas, non. Pas de novellas, hein? Non, pas de novellas. Merci. Alors, justement, j'aimerais que vous expliquiez comment, justement, vous pouvez expliquer cette performance que vous considérez exceptionnelle en Amérique latine et en particulier au Brésil, dans un contexte de récession. Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, si vous pourriez indiquer quelles sont les perspectives pour les ventes au Brésil cette année, toujours dans une situation de forte crise. Et pour finir, les investissements au Brésil vont-ils se maintenir au même niveau cette année? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame. Au Brésil, ce qui explique qu'on va mieux, c'est qu'on allait vraiment pas bien. Non, mais ça, c'est une première réponse. Alors, c'est déjà un miracle d'aller mieux quand on est allé mal, hein. On pourrait ne plus aller du tout. Mais c'est le cas au Brésil. C'est un pays dans lequel il y a eu, on peut le dire, une carence d'investissement qui a duré plusieurs années, des perturbations managériales assez violentes, et je dirais une réponse locale qui était très éloignée de ce que nous aurions dû faire. La chance dans tout ça, ça a été l'acquisition d'Atacadão par la même équipe d'ailleurs, hein, pratiquement par la même. Vous voyez qu'on peut faire à la fois de très bonnes et de très mauvaises choses, qui nous a permis de revitaliser et de retrouver une confiance très forte dans le pays. Alors, ce pays, le Brésil, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, vit lui-même des perturbations. Perturbations politiques d'abord, mais pas seulement politiques, et économiques ensuite, par un défaut d'infrastructure, qui reste toujours la faiblesse du pays, mais aussi, et sans doute, un problème plus général d'éducation qui ne permet pas encore à une grande masse de gens d'accéder à une évolution sociale et notamment aux nouvelles technologies. Bon. Dans ce contexte-là, nous qui sommes des distributeurs alimentaires, vous l'aurez noté, au Brésil, nous sommes très largement alimentaires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous avons pu nous concentrer sur notre métier, poursuivre la croissance d'Atacadão, à qui nous avons donné vraiment des moyens substantiels pour continuer d'ouvrir des magasins, et nous ne le regrettons pas. Nous avons laissé à Atacadão sa liberté de manœuvre philosophique, si je puis dire, puisque c'est un autre modèle que celui de Carrefour. C'est un modèle très régionalisé, très orienté sur les commodities, avec une capacité très forte de bien gagner sa vie si ils sont capables de saisir les opportunités liées aux matières premières. C'est un modèle qui est mixte. Il s'adresse au B2B, mais aussi aux familles, aux consommateurs privés. Donc il a beaucoup d'atouts. Il est une forme d'hybridation qui devient subitement extrêmement moderne. Mais surtout, il a une compétitivité qui est très bonne. Donc Atacadão est au cœur de la relance du Brésil. Nous sommes attachés aussi à réinvestir dans les hyper qui étaient vraiment très paupérisés. On a encore pour 2-3 ans de travail là, hein, de remise à niveau, tranquille, etc.
on relance un peu de non-alimentaire dans nos hyper. La chance, c'est qu'on était mauvais en nonal. Donc, avec la grosse déflation du nonal sur un niveau presque zéro, le travail était quasiment fait. Vous pouvez rebondir beaucoup plus facilement. Mais on relance le non-alimentaire, mais presque essentiellement sur des unités de besoins identifiées pour des familles. Et enfin, nous lançons des magasins de proximité avec beaucoup de succès. Donc vous voyez, c'est ça la recette du Brésil. Est-ce qu'on peut dire qu'en même temps qu'au Brésil, il y a des concurrents qui, eux, se trouvent peut-être en moins bonne posture qu'ils ne l'étaient auparavant? Et il y en a plusieurs. La réponse, c'est oui. Mais ainsi va la vie. Vous ne pouvez pas toujours être en pleine forme et les autres à l'écurie. Il peut y avoir des moments où tous les autres sont en bonne forme, c'était le cas avant, et le deviennent moins. Donc voilà, c'est ça l'explication du Brésil. Et je pense que Carrefour a une notoriété au Brésil qui est très forte. On s'est rendu compte que, comme Carrefour a été un pionnier au Brésil, il ne faut pas l'oublier, hein, ça a été le pionnier de la distribution moderne au Brésil. On sait qu'ensuite, il y a des récupérations historiques qui se font, parce que est-ce que les historiens écrivent l'histoire ou écrivent leur histoire, on ne sait pas, peu importe. Mais en tous les cas, Carrefour a une notoriété spontanée extrêmement forte. Et je crois que de réinvestir, de revitaliser, de donner une politique multiformat au Brésil, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qui nous arrive. Donc nous aimons beaucoup le Brésil. Nous avons d'ailleurs au Brésil un ambassadeur de choc à qui nous souhaitons de se remettre en forme, qui était M. Pelé. M. Pelé, je sais que pour vous ça ne dit rien parce que c'est un homme très âgé. Vous ne l'avez pas connu personnellement, mais enfin, en France, il a une notoriété mythique. C'est le plus grand footballeur pour les Français de ma génération. Donc, il y a de l'émotion et il y a de la raison au Brésil, qui fait que Carrefour se trouve en très bonne forme. Voilà, madame. Une question sur le web de 4 analystes. Oui. Est-ce qu'on peut prendre un analyste en ligne? Des questions qui viennent du... En attendant, peut-être. Oui? Alors? Thank you. We have a question. Bien, nous avons une question par téléphone de John Kershaw. Vous avez la parole. Bonjour. Alors j'espère que vous m'entendez. Je ne vais pas parler trop vite parce que je sais que parfois on a du mal à comprendre mon accent. Tout d'abord, par rapport aux bénéfices qui ont été réalisés, on se rend compte qu'il y a beaucoup de changements dans un contexte économique difficile. Donc, il y a toujours. Est-ce que vous avez toujours beaucoup d'énergie pour faire augmenter les profits, ou est-ce que ça, les bénéfices, ou est-ce que ça va être plus difficile en 2016? Beaucoup de commentaires qu'on a pu entendre en ligne. Est-ce que vous pourriez faire des commentaires plus spécifiques par rapport à l'épicerie, notamment en France? 2,3 milliards de ventes en ligne. 300 millions pour vous. Donc, comment rattraper le retard par rapport à d'autres? Et puis, enfin, par rapport aux données, de manière plus générale, quand pensez-vous bien comprendre le consommateur de manière homogène, si vous voulez, pour utiliser au mieux les données le concernant? Ne sont pas optimales. Je vais tenter, monsieur, de répondre à votre question. Est-ce que je le fais en français ou est-ce que je le fais? Il n'a pas de traducteur, le monsieur, hein? Il a un traducteur? Ok. Alors, merci pour votre question qui, si on l'a bien compris, porte quand même très largement sur le digital et sur le web. Quels sont les leviers de profit pour 2016? Donc là, bon, dire, etc. Et deuxième question, c'est le grocery. Comment allons-nous adresser les ventes de food en ligne en France? Et il y a une mention qui est faite aux 3 milliards qui ont été mentionnés par un de nos concurrents. Ça, c'est le deuxième sujet. Voilà, en fait, c'est les deux gros sujets qui sont sur la table. Bon, je crois que sur le sujet du food, livré à domicile, parce que c'est la seule question qui est posée là, il n'y en a pas d'autre. Hein. Oui, ou par le drive. Je crois que, il me semble que j'ai répondu pas mal à la question en expliquant la stratégie de Carrefour qui était d'implanter des magasins le plus près possible des bassins de clientèle pour réduire
les distances à parcourir et pour réduire le temps éventuel qui accompagne ces distances. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter à la question. Si ceci n'est pas compréhensible, moi, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Deuxièmement, à partir du moment où le fret reste une des composantes essentielles du food, moi, c'est ma conviction absolue. Il est évident que le fret est encore mieux servi quand il est basé dans des petits entrepôts qu'on appellera des magasins de proximité. Et surtout, je crois que tous ceux qui pensent pouvoir livrer à la fois du food et du non-food en même temps se trompent. Comme ça, je suis assez catégorique. D'ailleurs, il n'y a pas un seul site aujourd'hui qui puisse clairement afficher des résultats dans une politique de livraison à domicile, en particulier dans le fret. Voilà, j'ai répondu. J'ai répondu. Le fret, c'est frais. Le fret, c'est frais. Le fret, c'est local. Le fret, c'est professionnel. Tout ça fait que ça laisse une marge de manœuvre très forte pour les magasins qui seront le plus près possible des clients. L'autre question, la première. Les leviers d'amélioration de la profitabilité. Les leviers d'amélioration de la profitabilité proviennent de la même façon de la stratégie qu'on est en train de développer. C'est-à-dire d'être leader dans le bio, d'être le premier opérateur de marque nationale, de pousser les feux sur nos filières dans le fret qui vont générer logiquement une forme de valeur ajoutée par la différenciation et par la qualité. J'ajoute par ailleurs qu'il y a certains pays qui ont connu une pression tarifaire énorme liée à la concurrence. Il y a peut-être une possibilité de détendre un petit peu ça. On peut toujours travailler sur notre offre mixte également pour améliorer le résultat. La logistique va finir par produire plus globalement et plus largement les résultats qu'elle a commencé à déjà produire. Nous avons d'autres pays dans lesquels il y a des difficultés actuellement, comme la Chine, qui en sortiront. Moi, je pense que la Chine, on verra les premiers résultats du travail en cours en Chine, probablement à la fin 2016, au début de 2017. Tout ça, c'est une possibilité d'optimisation. Il ne faut pas désespérer de voir l'Italie, par exemple, continuer sa trajectoire, améliorer un peu son résultat. On a des pays comme la Roumanie qui sont en train de se consolider, qui n'ont pas encore produit tous leurs effets. Bref, la vie de tous les jours. Hein. Et tout ça doit se produire sans pression particulière et je dirais doit être extrait de la société par le seul fait de son action et de son mouvement. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui. J'attends que le micro... Oui, bonjour, François Conry de Morgan Stanley. Bonjour monsieur. J'ai deux questions sur la France, s'il vous plaît. Une sur DIA, oui. Une sur Caravelle, puis une question sur le Brésil. Alors sur la France, sur DIA, alors j'ai compris aussi votre réserve sur les parts de marché, mais il y a un petit sujet avec DIA et clairement vous perdez des parts de marché sur DIA. Et si ma compréhension est correcte, vous perdez aussi des parts de marché liées à DIA, les magasins déjà convertis, comme les magasins qui ne sont pas encore convertis. Ou alors peut-être que je me trompe. Non, là, je vous arrête tout de suite. Vous faites une erreur d'interprétation totale. Bon, comme ça, j'arrête tout de suite. Bon alors, est-ce que peut-être que pour reprendre un peu de recul là-dessus, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes bien content avec votre acquisition du format DIA et qu'il n'y a pas d'inadéquation entre le réseau DIA et votre portefeuille de marque? Ou pour une autre façon de poser la question, c'est peut-être est-ce que vous êtes toujours content avec les DIA par exemple qui sont en province et vous pensez que vous pouvez toujours bien les convertir dans les formats du groupe Carrefour? Ça c'est la première question sur DIA. Sur Caravelle, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails? Je sais que le projet a été mis un peu en veilleuse en 2015 lié à l'intégration, ou peut-être pas, lié à l'intégration des magasins DIA. Combien d'entrepôts avez-vous convertis cette année, plutôt l'année dernière, et combien comptez-vous en convertir cette année sur le projet Caravelle? Et la dernière sur le Brésil, comme ça je pose mes questions d'un seul tenant. Sur le Brésil, est-ce que vous pouvez commenter un tout petit peu sur la performance de vos services financiers? Je crois que c'est une grosse contribution sur votre EBIT. Comment vous faites pour contrôler le risque des taux de défaut qui sont quand même pas mal pris au bilan? Et est-ce que vous voyez cette activité continuer de performer en 2016? Très bien. Non, je n'ai aucun regret quant à l'acquisition des magasins DIA. On n'a pas acquis DIA, heureusement, hein, des magasins de DIA en France. Deuxième volet, un réseau de 800 magasins, ça prend du temps à convertir. Je voudrais juste que vous compreniez un tout petit peu. Conversion des assortiments, formation du personnel, investissement dans les magasins, conversion logistique, conversion informatique, etc.
vous ne faites pas ça en 2 minutes. Donc, c'est 2017. La fin du programme, c'est 2017. Actuellement, je crois qu'on en a déjà converti 200 ou 220, parce que ça a démarré lentement, et on est en train d'accélérer, on en fait 45 à 50 par semaine. Donc, vous voyez, on va y arriver. Deuxième volet, on perd des parts de marché sur le périmètre d'IA, tout simplement parce qu'on ferme aussi des magasins. La concurrence, la direction de la concurrence nous a amené à en céder, je crois, une cinquantaine ou une soixantaine, et on a, sur l'ensemble du périmètre de DIA, on va fermer 120, 130, 140 magasins. Donc vous ne pouvez pas, à la sortie, et au bout d'un an, puisqu'on a acquis cette société, je crois, en décembre 2015, je ne crois pas me tromper, on a commencé à l'intégrer à partir du mois de janvier. Il y a aussi des étapes sociales incontournables chez nous, 2014, il y a des étapes sociales chez nous qui sont incontournables. Non mais ça c'est la signature. Hein. Donc si vous voulez, on est à 1 an après, très franchement, il faut rester calme. Hein. Il faut rester calme, autrement il ne faut pas faire de la distribution. C'est une grosse opération, hein, 800 magasins. C'est pas un petit, c'est pas, vous voyez, un petit bouchon qu'on pousse. Donc oui, nous sommes contents. 2, ces magasins vont être répartis entre différentes enseignes du groupe, City, probablement un peu de bio, pas mal de Contact, qui est une enseigne qu'on est en train de lancer vraiment et qui a tout son sens. C'est-à-dire c'est un magasin de taille moyenne dans lequel il y a plus de services que dans un City. Vous voyez ? Et enfin, en supermarché. Donc, si vous voulez, si vous cherchez à comparer les chiffres d'affaires, il faut attendre 1 an de transformation des magasins. Ça s'appelle la comparaison. Parce qu'il y a une transformation de l'offre, une transformation des clients, une transformation du personnel, une transformation des magasins. Voilà, monsieur. On a payé cette affaire 30% de son chiffre, ce qui est un ratio parfaitement acceptable. On va perdre 2 années de suite, je pense, 55 à 60 millions d'euros. Ça fera 120. On met des réinvestissements de remise à niveau dans le réseau et à la sortie, on sortira avec un complément de 600 à 650 magasins pour notre réseau de proximité. On aura renforcé l'enseigne Contact avec ses spécificités et on sera prêt pour attaquer l'étape suivante de la proxy. Voilà ma réponse, monsieur. Le Brésil, les produits financiers au Brésil amènent une contribution très substantielle. Il n'y aurait d'ailleurs pas de produits financiers au Brésil si on n'avait pas de magasin. Donc l'activité financière dans la distribution, c'est un peu comme l'immobilier, ça fait partie du système sanguin du métier. D'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir à l'extension de ces services financiers dans une des branches du Brésil où elle n'existe pas. Les choses sont en cours de finalisation et on est parfaitement content de la rentabilité de ces produits financiers. D'ailleurs, si les produits financiers marchent bien au Brésil, c'est que la société, c'est son rôle de distributeur, amène des conditions aux familles brésiliennes qui sont nos clients de crédit que les banques, peut-être, ne peuvent pas amener. Le taux de risque que vous avez évoqué, il est parfaitement contrôlé et suivi. D'ailleurs, nous avons là-bas un partenaire, qui est un partenaire bancaire extrêmement rigoureux, extrêmement attentif, et le degré de risque des encours est suivi d'une façon exceptionnelle. Voilà, monsieur. Sur le Brésil, on a, compte tenu des conditions économiques, un petit peu rabattu la voilure sur notre politique commerciale, donc pour contrôler la montée des encours. En termes de politique de gestion de ce risque et de politique de provision, le Brésil est un pays très très réglementé. On est, ça a été dit, associé à une banque qui est une des premières banques du Brésil, c'est peut-être même la première. Et nous suivons complètement évidemment ce que nous demande de faire l'autorité de tutelle, puisque nous sommes à la fois associés à un banquier et en plus, évidemment, complètement tributaires de ce que nous dit la tutelle au niveau de la provision. Mais le point important, c'est la stratégie commerciale et l'adaptation de celle-ci en fonction de... Puis le troisième élément qui est important, c'est qu'il faut que vous gardiez présent à l'esprit que c'est un métier qui est associé au métier du retail. Donc on a une particularité, c'est que nous connaissons dans une très large mesure les gens auxquels nous prêtons de l'argent, puisque ce sont les clients de nos magasins. Donc on a quand même un peu d'informations sur eux et sur leur historique de consommation. Voilà. C'est des encours per capita qui sont relativement modestes, hein, c'est pas... Oui.
Mais Caravelle, monsieur, on vous a dit que Caravelle avait atterri, si j'ai bien compris. Caravelle n'a jamais cessé de poursuivre sa route. Ce que peut-être vous vouliez évoquer, c'est que l'arrivée de DIA dans le projet Caravelle a occasionné sans doute quelques inflexions, quelques ralentissements dans la transformation, mais le projet suit son cours. Il sera d'ailleurs, ces deux projets, de la transformation de nos entrepôts, vraiment en multiformat, puisqu'avant on avait des réseaux spécialisés par format. Et ce qu'on attend de Caravelle, évidemment, c'est de l'ergonomie supplémentaire, mais aussi une réduction substantielle des kilomètres transportés. Ça commence à produire ses effets et ça va continuer. Et au-delà de Caravelle, il y a un nouveau projet qui a aussi un terme militaire, mais celui-là associé à la marine, c'est le projet Cargo, qui est un projet de développement d'un réseau d'entrepôts totalement adapté aux ambitions de Caravelle. Donc on est en train de moderniser notre réseau d'entrepôts en France, c'est assez substantiel. Et ce réseau d'entrepôts fera l'objet d'un cofinancement avec des partenaires immobiliers dans l'objectif, pour nous, d'en conserver la maîtrise physique, mais aussi le coût. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur, Caravelle est un très bel avion qui avait un champ fantastique de 300 km entre le moment où ses moteurs s'arrêtaient et la distance à laquelle il pouvait encore atterrir. Donc une très grande résilience. Très bel avion. Très très bel avion. Il y a d'autres questions? Oui. Nous avons une question par téléphone de Xavier Lemenet, Bank of America, Merrill Lynch. Bonjour Monsieur Plassa, Sivignon. Une question pour moi, enfin deux, on va dire. Concernant l'année 2016, en fait, parce qu'on a bien vu les objectifs donc, qui s'inscrivaient sur la durée, mais on voit quand même qu'il y a toujours des pressions sur les prix, pressions déflationnistes. Quelles sont les évolutions de marge auxquelles on pourrait s'attendre en 2016 Et je vais me permettre cette question subsidiaire. Le consensus pour les bits est à 2,570,580. Est-ce que vous êtes confortable avec ce type de consensus pour l'année 2016? Et la deuxième question, toujours sur les marges. Vous avez évoqué l'Italie et la Chine, le redressement. On peut parler du redressement de l'Europe au sens plus large. Quelle pourrait être une marge, j'allais dire, normalisée lorsque vous aurez atteint tous vos objectifs? Là, vous posez une question qui m'a été maintes fois posée, mais qui rejoint en quelque sorte une volonté de guidance à moyen terme à laquelle je ne répondrai pas naturellement. Mais les ressources que nous avons devant nous, d'abord je ne pense pas, faut être assez clair, hein, moi je ne suis pas Madame Soleil, je ne connais pas l'évolution géopolitique, monétaire, économique de l'ensemble des pays où nous sommes. On voit bien que c'est chahuté quasiment partout. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, s'il fallait avoir peur ou fuir, on se retirerait de partout. On ne le fera pas, bien entendu. Tendance déflationniste, franchement, à ce jour, je ne les vois pas jouer un rôle majeur dans les années qui viennent. Je crois même qu'un petit retour d'une inflation contrôlée, bien construite, serait essentiel pour l'ensemble des opérateurs de ce métier. Et la troisième chose, c'est que nous avons des ressources de génération de résultats chez Carrefour qui proviennent des éléments que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire une extraction optimisée de ce positionnement assez fort sur l'alimentaire, donc optimisation de nos conditions logistiques, optimisation de nos conditions négociées avec nos partenaires, une différenciation par la qualité en appuyant sur les filières, une optimisation aussi du positionnement de notre marque propre, qui est correcte mais qui suppose encore des aménagements non négligeables, une optimisation, je vous le dis clairement, de nos politiques promotionnelles, puisque là, pour simplifier les choses, on travaille plutôt avec une lampe à incendie, avec une pompe, une lampe, comment ça s'appelle? Une lance? Non, c'est pour voir si, voilà, donc, parce que Jérôme est pompier le week-end, donc c'est bien une lance, c'est pas une pompe, ça nous rassure quand même un peu. Donc, on travaille beaucoup avec une lance à incendie, si vous voulez, quand on fait de la promotion, c'est-à-dire qu'on arrose très fort, très large. Un peu plus de précision dans ce métier-là nous serait sans doute bienvenu, et c'est des volumes tout à fait importants, et probablement une révision de nos mécanismes promotionnels, que je crois aujourd'hui efficace, mais sans doute un peu obsolète. Je sais qu'on a des spécialistes ici de ces métiers,
que je vois ici à ma gauche, et qui, je pense, comprennent ce que je veux dire. Donc, on a la Chine aussi, hein, j'y reviens, opportunité de recouvrir quand même une situation bien meilleure en Chine, dont je suis convaincu qu'elle nous arrivera, je l'ai dit tout à l'heure, fin 2016, début 2017, ça c'est quand même important. L'Italie qui doit continuer sur sa trajectoire, il ne faut pas s'arrêter en mon compte. Je vois que le responsable de l'Italie ici rejoint absolument mon point de vue. Et puis la France. La France qui peut nous réserver des surprises, parce qu'il y a en France des ressources organisationnelles, des ressources de pratique qui aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait exploitées. Mais il n'y a rien à attendre, si vous voulez, en quelque sorte d'une contraction des coûts qui serait ridiculement appliquée. Vous voyez, je pense que la réduction des coûts aujourd'hui, on la trouve dans le RSE, contrôle de l'énergie, contrôle de nos dépenses, contrôle aussi de nos pertes liées à de la démarque ou à une mauvaise utilisation des volumes produits. De tout ça, on continue de trouver des économies qui sont saines pour la société, sans être dommageables pour le client. Et ce que je vous dis pour la France est vrai également dans des pays comme le Brésil, mais aussi dans des pays comme l'Italie, hein, qui sont des pays difficiles sur ce plan-là. Donc on a une capacité d'améliorer nos résultats toujours devant nous. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur la guidance. Quelle marge? J'imagine que vous parliez de la marge de ROC, hein, qui est celle sur laquelle tout le monde s'aligne. Je ne réponds pas à cette question aujourd'hui. Voilà. Madame Caron. Bonjour, Fabienne Caron, Kepler-Chevreux. J'ai 3 questions. Chine, DIA et Drive. Chine, la façon dont vous en avez parlé, est-ce qu'il est juste de penser qu'on n'a pas encore atteint le point bas par rapport aux pertes des bits? À vue de nez, vous avez dû perdre entre 30 et 35 millions des bits en 2015. Est-ce que ça veut dire, comme vous espérez un redressement en fin 2016, que le point bas de la rentabilité sera atteint en 2016? C'est la première question. Ouais. La deuxième, sur DIA, la façon dont vous en avez parlé, les pertes seront similaires 15-16 ou est-ce qu'on peut quand même espérer moins de pertes en 2016? Et la troisième, pour les drives, je reprends la question de John. Sa question, c'était, vous faites 300 millions de chiffre d'affaires en drive, votre plus gros concurrent 2,3 milliards. Est-ce que vous voulez vous rapprocher? Quels sont vos objectifs en fait sur le drive pour essayer de... On ne peut pas se rapprocher de notre concurrent, nous. Non, mais en chiffre d'affaires. Pas du tout. En chiffre d'affaires, j'entends bien. Ce qu'il faudrait, Madame Caron, sur le drive, c'est vous assurer aussi que la rentabilité du chiffre d'affaires de ces concurrents-là est bonne. Hein. Ce qui est loin d'être démontré. Je suis d'accord, mais je parle que du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous, on cherche quand même une croissance rentable. Deuxième chose, sur les drives, je ne commence pas dans le bon ordre, mais sur les drives, parce que je veux solder cette question des drives. Sur les drives, évidemment, les drives vont profiter, le moment venu, de la digitalisation en cours. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, ça prend un peu de temps. Et par ailleurs, nous avons aujourd'hui un système informatique sur les drives qui est absolument consternant et que nous sommes en train de changer. La plateforme sera renouvelée, je crois, d'ici 2 mois ou 3 mois. Enfin, ça se remet en place. Et moi, je ne peux rien faire de plus là-dessus. Moi, je ne suis pas un fanatique des drives, je vous le dis tout de suite. Et ceci dit, il serait ridicule de ne pas profiter des drives pour augmenter nos parts de marché, à condition qu'elles soient additionnelles et complémentaires à ce que nous faisons. Ce qui est loin d'être le cas chez les concurrents dont vous parlez. D'ailleurs, regardez bien le nombre de drives solo qui ont été fermés depuis le lancement en fanfare du modèle. Ils sont quand même assez nombreux et les investissements ont été très lourds. Ce qui n'est pas notre cas parce que, grâce à Dieu, nous sommes plutôt concentrés sur des drives adossés à nos magasins pour des raisons que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer. DIA, c'est pas exclu qu'on perde effectivement encore un peu d'argent sur DIA en 2016. Est-ce que ça pourrait être moins qu'en 2015? Très sincèrement, je le souhaite. Parce qu'une partie non négligeable des pertes constatées sur DIA en 2015 sont liées à des pratiques, notamment dans le domaine du PLS, des produits frais, réfrigérés, etc., qui n'existaient pas dans la société. Donc quand vous mettez ça en place sur un réseau de 650-700 magasins, la compétence n'est pas là, la logistique est en train de se mettre en place, l'appréciation des volumes à commander n'est pas encore ajustée, et donc ça génère des difficultés qui se traduisent par des pertes. Je crois aussi qu'en 2015, on a pris en charge des effets d'amortissement sur les transformations de DIA qui ont été plus lourdes qu'elles ne seront dans le futur. Moi, je suis confiant sur DIA. D'ailleurs, j'appelle pas ça DIA, moi. Parce que j'ai pas envie de parler de DIA aujourd'hui. C'est un concurrent coté qui a disparu de la France. Ce n'est pas DIA.
Voilà. Et votre autre question, puisqu'il y en avait 3, la Chine, mais Madame Caron, dès que vous serez en état de voyager sans risque, pour les gens qui vous accompagnent, nous vous emmènerons en Chine, je ne suis pas sûr que vous connaissiez la Chine. Et compétente comme vous l'êtes, vous pouvez même y aller avec votre voisin qui vous aidera à porter la valise. Si vous voulez voir la Chine, on vous y emmènera, parce que la Chine, il faut la voir. Alors, la Chine, j'ai dit une énorme transformation du pays. J'en ai donné les grandes lignes. Une compétition assez vive, liée à ce que j'appellerais un développement débridé d'Internet, d'une façon générale, et qui touche beaucoup de non-alimentaires et un peu de catégories de l'alimentaire, de ce que nous on appelle l'alimentaire, en particulier les produits d'importation. Notre plan, il est très simple. Premièrement, redéfinir les territoires dans ce pays qui est gigantesque et où on avait peut-être une structure un peu obsolète. Ces territoires sont redéfinis désormais et ils vont être opérés autour de plateformes logistiques qui n'existaient pas, plateformes logistiques intégrées. Troisième sujet, une réduction des effectifs qui est déjà largement opérée, hein, puisque c'est Jérôme qui est le chinois de service. On a fait ce travail tranquillement. Fermeture des magasins dont nous étions convaincus, des anciens magasins, hein, dont nous étions convaincus que ni le remplacement ni leur disposition ne permettraient à terme d'en avoir une bonne rentabilité. On en a fermé une quinzaine. Relance d'une politique commerciale plus dynamique. Tout ça est en cours avec la mise en place d'un COO, Chief Operating Officer, qui est une fonction que Carrefour ne connaît pas, on n'avait dans aucun pays, quelqu'un qui s'occupe juste des opérations pendant que les autres s'occupent du reste. Alors là, on a mis un vieux routier de la maison, hein, qui doit avoir une trentaine d'années d'expérience de la maison. Il avait déjà été en Chine, il était à Taïwan précédemment, il a pris cette mission, je pense qu'il est en train de faire un super boulot. On a réformé l'équipe financière, nouveau directeur financier, on a un nouveau directeur des ressources humaines. Vous voyez, donc tout ça se met en place tranquillement avec une vision réformée et des objectifs extrêmement précis et partagés. Eh bien, il faut un tout petit peu de temps parce que c'est une grosse affaire, mais c'est une belle affaire. On a une image excellente, on est très bon dans la food safety, on a des magasins qui sont très orientés sur le frais. Alors ça, c'est un des sujets que je vous livre parce que vous êtes très opérationnel vous-même. On a des magasins qui sont quasiment tous sur 2 niveaux. C'est l'historique de la Chine, avec un niveau nonal, un niveau alimentaire. On voit bien que si l'alimentaire reste au cœur de notre activité, il faut qu'on raccourcisse le flux d'accès au niveau alimentaire. C'est ce qu'on est en train de tester dans plusieurs magasins. Et deuxièmement, probablement qu'on libère un peu de surface pour doper nos galeries marchandes, puisque nous sommes exploitants de la très grande majorité de nos galeries marchandes, pour y intégrer et renouveler le réseau de restauration et de take-out alimentaire. Donc, vous voyez, repli sur l'alimentaire, réduction des surfaces dédiées aux magasins, renforcement des galeries marchandes, tout ça c'est un long travail. C'est un long travail, mais le travail ça finit par payer. On l'a vu en Espagne, l'Espagne a connu des moments très compliqués, hein. On l'a vu en Italie, on le voit quasiment partout. On l'a vu en France, très franchement en France, il y a 4 ans la situation n'était pas brillantissime. Hein. Je pense qu'elle est en train très nettement de s'améliorer. La Chine peut nous réserver des surprises. D'ailleurs, les commentateurs macroéconomiques sur la Chine, qui ont été dithyrambiques il y a 4 ou 5 ans, qui l'ont été beaucoup moins depuis maintenant 2 ans et qui expliquent très bien les choses, on commence à voir poindre une petite lueur d'espoir. Et si la Chine revenait en meilleur état qu'on l'a pensé? Moi, je crois qu'elle va le faire. D'abord, elle est indispensable, la Chine. Hein. Elle n'est pas remplaçable aujourd'hui, à bien des égards, et elle trouvera ses propres ressources. C'est à nous d'accompagner. Voilà, madame. En EBIT, je reviens sur l'EBIT. En EBIT, est-ce que vous pensez vraiment que 2016 sera vraiment le point bas? Ah oui. Perte? Oui. À la réponse à cette question, le point bas, ma réponse, c'est oui. C'est 2016. Et il ne faut pas qu'on ait peur de voir un gros cratère de perte d'EBIT? Non. Ok, merci. Pas de gros cratère. Non, pas de gros cratère. Hein. Surtout si on est installé dessus, si vous voulez, on s'enfonce avec. Ça sera embêtant, surtout que c'est Jérôme qui suit la Chine. Regardez. Il a les yeux qui se brident tout seul en pensant à ça. Mais moi, ce que je vous propose sur la Chine, c'est qu'on informe à des niveaux intermédiaires des réunions qu'on fait de l'évolution de nos affaires tranquillement et sereinement. Voilà. Merci, madame. Monsieur.
Monsieur. Ah. Bonjour, Yvon Le Tessier, Le Figaro. J'ai 2 questions. La première sur vos marques propres que vous semblez avoir la volonté de relancer, marques propres et premier prix après les avoir délaissés pendant quelques années. Comment vous comptez faire et comment vous comptez faire pour gagner de l'argent dessus, sachant que vous avez baissé les prix de beaucoup de marques nationales sur lesquelles vous gagnez relativement peu d'argent. Comment vous allez faire pour faire de la marge sur les MDD et sur les premiers prix, le tout sans mettre trop de pression sur vos fournisseurs? Et deuxième question sur la digitalisation. La 3e étape, ce sera de cogner. Et quand est-ce que je reprends vos mots. J'ai dit cogner, moi? Ah non. Là, vous utilisez des mots. J'ai dit pluguer. Mais voyez, quand vous me regardez, vous pensez cogner. Mais pas de projection personnelle, monsieur Le Tessier. Je vous l'ai déjà dit. J'ai dit pluguer, j'ai pas dit cogner. Allez-y, allez-y. À partir de quand on peut imaginer que vous mettiez en œuvre des choses très concrètes sur le e-commerce alimentaire, notamment à partir de vos magasins de proximité, sachant qu'un de vos concurrents qui dispose à la fois de beaucoup de magasins de proximité et de sites internet a déjà lancé une offre pluguée. Oui, mais lui, c'est derrière lui, hein, c'est déjà dans ses chiffres. Nous, c'est devant. Voilà. Alors, je réponds à votre question. D'abord, on n'a jamais dit cogner, nous. Hein. Je répète parce que, franchement, je ne voudrais pas que ce terme apparaisse dans des commentaires journalistiques à quelque moment que ce soit. On est plutôt suave, plutôt dans la relation. Notre marque propre, l'idée, c'est de s'en occuper plus et mieux. Elle est toujours là. Elle n'est pas mauvaise, mais elle peut être bien meilleure qu'elle n'est actuellement. Deuxième chose, on va faire évoluer notre marque distributeur en supprimant progressivement du facing l'appellation Carrefour pour la remplacer par le logo. Parce que Carrefour est une des vraies marques françaises dont le logo est totalement associé à son appellation. Et vous comprenez bien qu'avec le nom que nous avons, qui est un nom assez long, hein, graphiquement, quand vous démultipliez sur des facings ce nom-là, pour finir, vous avez l'impression qu'il n'y a que du Carrefour dans les facings. Deuxièmement, c'est encore plus vrai dans les magasins de proximité que dans les hyper, parce qu'il y a moins de place. Donc nous sommes en train de décliner le logo de Carrefour, qui est cette hallebarde magnifique, sur nos produits de marque distributeur. Et enfin, nous sommes en train de relancer les contrôles de qualité à tous les niveaux, y compris la qualité organoleptique, gustative et fondamentale des produits. Car je pense que Carrefour ne doit pas laisser cette place à qui que ce soit. La légitimité pour ça, c'est la nôtre. Sur les premiers prix, entrée de gamme, ceux-là, ils avaient été vraiment délaissés à un moment donné. C'est ce qui a donné d'ailleurs une clé d'entrée au hard discounter pur et dur. Vous n'avez pas connu, monsieur Le Tessier, l'époque des produits libres. Vous n'avez pas vu les campagnes sur les produits libres. Il faut, ce qu'on a fait récemment d'ailleurs avec nos équipes, on s'est repenché sur les campagnes institutionnelles de Carrefour, des 15-20 dernières années, et on s'est aperçu évidemment que Carrefour n'était pas là par hasard, que bien avant nous, il y a des gens qui avaient bien pensé et qui avaient bien exprimé les choses. Et je dirais que Carrefour avait une habitude de s'exprimer, je dirais, par la théorie du manifeste. C'était des publicités relativement phrasées, avec du sens. Vous voyez ? Eh bien, pour les entrées de gamme, c'était les produits libres, ça a été une campagne magnifique. On relance tout ça, et on a de l'upside devant nous. Alors vous dites, c'est là que c'est ennuyeux, vous ne gagnez pas d'argent sur les marques nationales. Comme vous allez aligner vos prix des marques propres sur le référent des marques nationales, vous allez en gagner moins sur les marques propres. Et comme vos prix d'entrée de gamme doivent être moins chers que les marques propres, vous n'en gagnerez plus du tout. Mais monsieur, il faut qu'on quitte le métier alors. Il faut qu'on aille dans la presse immédiatement. Ou il faudra qu'on digitalise notre produit écrit et qu'on mutualise d'ailleurs les services à bon qui vont chercher l'information. Non, rassurez-vous, on va gagner notre vie, parce que si on s'en occupe, que nos produits sont bons, qu'ils sont bien faits, qu'ils sont repérables, tout ça contribuera à nos résultats. Vous êtes un peu dans l'idée qu'on ne gagne pas un sou en distribution, vous, hein? Un peu. Vous en gagnez un petit peu, mais... Mais on est d'accord, c'est pas assez. On est d'accord, mais on peut quand même faire mieux, non? Moi, j'ai tout à fait l'espoir que tout ce qu'on est en train de faire, ici et là,
va finir par payer. D'ailleurs, c'est en train de payer quand même, hein, pour être clair. Hein. Vous comparez, je pense, l'état de la société aujourd'hui par rapport à ce qui a été il y a quelques années, grâce aux gens de l'entreprise elle-même d'ailleurs. Et c'est sans commune mesure. Et donc, le travail, monsieur Le Tessier, ça finit par payer. Voilà. C'est pas une découverte pour vous, je sais que vous êtes ardu à la tâche, mais ça finit par payer. Bonjour. Voilà. Oui. Bonjour, Maxime Mallet, Deutsche Bank. Il me restait 2 questions. La première, c'était par rapport au projet Caravelle que vous avez mentionné, notamment le projet Cargo. Je voulais savoir si vous pouvez nous donner quelques éléments sur le timing du développement de ce réseau d'entrepôts et le nombre total concerné. Et le deuxième, c'était sur la répartition des investissements, donc le budget que vous avez défini pour 2016 des investissements, l'évolution de la répartition géographique par rapport à 2015 de ces investissements et aussi l'évolution du poids des différents types d'investissements que vous avez en 2016 par rapport à 2015. D'accord. Cargo. Monsieur Herman. Cargo, c'est une fraction de Caravelle, c'est la fraction immobilière de Caravelle. Caravelle est toujours en marche et a pour objectif toujours de boucler le maximum de son déploiement pour 2018, puisqu'il y a des remises de clés d'anciens entrepôts à faire à peu près à ces époques-là. Et Cargo, c'est 16 entrepôts, dont le déploiement s'étale entre maintenant, puisque ça a commencé en janvier, et 2018 pour le dernier. Voilà. Eh ouais, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, monsieur Deutsche Bank. C'est comme ça. Mais on est dans le solide. Alors, votre autre question. Est-ce qu'il faut que j'y réponde? Non, on n'a jamais dit. Il ne veut pas que je réponde à votre question, monsieur. Non, vous voyez, on a, et d'ailleurs ça vous a pas échappé, parce que c'est probablement aussi une des raisons pour laquelle vous posez cette question. On vous a donné sur 2015 une analyse à la fois géographique et par nature, parce qu'on sent bien que c'est important, et on sent aussi que c'est important que vous réalisiez que tout ce qu'on vous dit sur la transition vers l'omnicanalité, qui se fait doucement, mais quand même sûrement, est réelle. C'est pour ça qu'on vous a donné ce mix qui met en évidence que 15% de notre CAPEX va dans les systèmes informatiques et l'omnicanalité. Mais de là à vous guider sur cet élément-là, on vous guide quand même sur le CAPEX, parce qu'on vous a donné une enveloppe de CAPEX. Mais est-ce qu'il y aura un bouleversement? Non. Et est-ce qu'il y aura une continuité dans nos politiques de CAPEX? Je pense que vous regardez ce qui s'est passé depuis 4 ans. On vous a guidé, on a dépensé ce qu'on vous avait donné, et on a été très très... Non, la seule chose à laquelle il faut que vous soyez un petit peu vigilant, et une question qui a été posée sur le Brésil, c'est que les investissements brésiliens sont parfois recorrigés des variations de change. Donc parfois on se dit vous avez mis moins d'argent au Brésil, oui, mais il faut aussi tenir compte en euros. Voilà. Donc s'il y a un petit calcul à faire, c'est de ne pas oublier de calculer les investissements brésiliens en reais et de ne pas en déduire trop vite qu'il y a eu des arbitrages sur le Brésil, quand en réalité les montants il faut les regarder en reais. Voilà, c'est tout. Monsieur Dauvert, c'est vous? Oui, bonjour. Je suis le porteur de valise de Mme Caron et donc accessoirement Olivier Dauvert. Mais c'était très sympa, je le prends comme tel. C'est quand même un honneur qui vous est fait. Mais je le prends comme tel. Accompagner Mme Caron, Dieu sait que beaucoup... Voilà. Bon, plus sérieusement, vous avez 2 hyper un peu rupturistes en ce moment, un en Belgique, un en Italie. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il vous inspire, qu'est-ce que vous pouvez partager de l'avis que vous avez sur ces magasins-là qui sont quand même fondamentalement différents des hypermarchés classiques que vous exploitez. Et deuxième question, toujours aussi métier sur l'hyper, quand vous vous projetez à 5 ou 7 ans d'ici, en quoi l'hyper, Carrefour, sera différent de l'hyper d'aujourd'hui? Puisque vous avez redit que l'hyper était 50% de votre chiffre, que le magasin était le socle. Donc j'imagine pas une seconde que vous n'ayez pas 2-3 visions à partager sur l'hyper de dans 5 ans ou dans 7 ans. Oui. Alors, s'agissant de Mons et de Carugate. Mons, je ne l'ai vu à ce stade qu'en photo et en film. Et j'ai écouté ce qui m'en a été dit par les gens qui l'ont transformé eux-mêmes. J'y vais d'ailleurs, je ne sais pas quand, en Belgique. 1 mois. 1 month. Pourquoi j'y suis pas allé plus vite? Parce que les Belges m'ont dit venez pas, venez pas, venez pas. Quand on me dit ça, il y a toujours une bonne raison. Pourquoi? Parce que le parking n'est pas accessible, parce qu'IKEA vient de s'installer. Vous allez arriver dans un immense chantier, ça va vous énerver. C'est vrai qu'il ne faut pas m'énerver, et la visite ne sera pas confortable. Donc je leur ai donné du temps, j'y vais dans 1 mois.
Je vois à peu près ce qui a été fait, mais je serais ravi de l'observer en étant là-bas. C'est très différent de Karougat. Karougat, j'y suis allé. D'abord, ce que je voudrais en dire de ces deux magasins, c'est qu'une entreprise comme Carrefour a l'obligation de travailler sur des pilotes. Vous voyez, c'est le principe de la serendipity, c'est-à-dire vous faites des choses parce que vous sentez qu'elles sont utiles, vous laissez aller le système, vous contrôlez quand même les dépenses, que ce soit des choses raisonnables et compréhensibles, et vous allez arriver là où peut-être vous n'attendiez pas d'arriver. Je pense que c'est indispensable d'amener des éléments de modernisation à l'hyper. Vous l'avez vu, vous êtes allé, monsieur, à Karougat? Bon, vous aurez vu à Karougat un renforcement très très clair de l'approche sur les produits frais, l'adjonction d'une zone de restauration et de service qui n'est d'ailleurs pas aboutie, qui a vocation de faire une transition entre le magasin lui-même et la galerie. Vous y aurez vu des matériaux dans leur dimension, je pense notamment au carrelage, qui sont des carrelages, c'est peut-être les plus grands carrelages qu'on peut trouver aujourd'hui en Europe, à la dimension, etc., dans une matière et dans une couleur qui est complètement inédite. Vous y aurez vu une redistribution du non-alimentaire qui était assez faible en Italie jusque-là, et qui est quand même le modèle à partir duquel les Italiens travaillent sur le non-al. Vous y aurez vu exploiter à son meilleur, j'espère, les gammes de produits Terra d'Italia. Bref, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de tout ça. Il y a un système de caisse avec une ergonomie particulière. Je ne sais pas si vous l'avez pu le constater. Bon, donc il y a beaucoup, un éclairage très différent de ce qu'on se faisait jusque-là, des indications et des informations données aux clients dans le magasin, en dehors du magasin, qui sont différentes des autres. Donc il faut que Carrefour se paye le droit d'aller vers l'ailleurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors comment est-ce que je vois les hyper dans le futur? Ben, comme des magasins qui seront de gros magasins, plus proches des clients qu'ils ne sont aujourd'hui, parce que l'urbanisation continuera de les environner. Deuxièmement, la fonction, je pense, restauration, take-out, sera sans doute plus forte, plus pointue, plus efficace encore qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir des galeries dont on a la maîtrise, parce qu'il y aura un lien entre le magasin et les galeries qui n'existe pas encore à ce degré-là. Il y aura sans doute une zone de click and collect beaucoup plus organisée, beaucoup plus rapide d'accès, beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Il y aura des services supplémentaires. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos hyper, on a des petites comment dirais-je, alvéoles de coiffeurs au sein même des magasins, ce qui était impensable il y a 10 ou 15 ans, qui se développent remarquablement avec des prix hyper accessibles. Je ne sais pas combien ça coûte. Jérôme y est allé d'ailleurs une fois. Il est revenu, bon, pas plus défiguré que chez son coiffeur habituel. Il a d'ailleurs aussi acheté un costume. Combien vous l'avez payé? 60 €. 50 €. Il était en promotion. 50 € en promo. On est d'ailleurs ensuite allé voir immédiatement le député maire de la grande ville dans laquelle il l'avait acheté, qui a salué l'élégance de Jérôme, comme s'il avait acheté un costume à 600 €. C'est vrai ou pas? Ainsi, monsieur, je vois l'hyper. Multiservice, plus orienté sur le take-out, avec un lien plus fort entre le magasin et la galerie, des matériaux sans doute plus modernes, parce que ça c'est indispensable. En termes de digitalisation, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, l'entrée dans nos magasins et dans nos galeries des écrans digitaux qui peuvent être de l'animation, de la communication, de la publicité, bref, des choses plus vivantes et plus modernes. Voilà. Et ça tournera toujours autour d'un parking efficace. Ça reste indispensable. Je suis convaincu que d'ici là, il y aura de la création de valeur d'apporter sur la maîtrise de nos biens immobiliers, parce que je suis convaincu aussi qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on pourra introduire progressivement des logements. Ça, c'est ma vision. J'ajoute, à l'attention de M. Herman, qui est ici, que je souhaiterais beaucoup, bien qu'il l'ait jusque-là réfuté, pour des raisons strictement économiques, on devrait y faire aussi des centres médicaux, c'est-à-dire regrouper des spécialités médicales, parce que quand vous avez un parking, un endroit accessible, un confort d'achat autour, il est évident qu'au lieu de se balader dans des villes moyennes, à l'intérieur des villes pour aller chercher son dermato, le pédiatre, etc., à droite et à gauche, si on a un service mutualisé médical, on sera gagnant. Éventuellement, un arracheur de dents aussi. Tout ça, ce sont des visions qui sont les miennes.
Et on pourra en parler encore longtemps, parce que là, on est sur des choses qu'on projette. Mais je crois que l'hyper va rester vraiment un endroit très important pour la distribution moderne. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en a fini? The next question is over the phone from Shida Marmakore. Une question de M. Shida Marmakore. Oui, bonjour. Merci de m'avoir pris la question. Le cash flow libre, je me rappelle l'année dernière, parmi vos priorités, vous avez parlé d'une amélioration du cash flow libre. Peut-être je surinterprète ce que vous dites ici, mais est-ce que vous pouvez clarifier vos intentions? Est-ce qu'il est vrai que vous ne prévoyez pas une augmentation de votre cash flow libre pour 2016? Deuxième question, est-ce que vous pouvez confirmer la situation des DIA? Est-ce que vous avez perdu quelques 60 millions et que vous attendez des pertes plus faibles pour 2016? Et puis enfin, est-ce que vous pouvez dire si on a gagné de l'argent en Italie en 2015? Mon voisin ne parle pas mieux que moi finalement. Bon, je vais répondre en anglais quand même. Non, il n'y aura pas de guidage en ce qui concerne le cash flow pour 2016 pour une simple et bonne raison. On ne donne pas de guidance pour le EBIT ou l'EBITDA. Et puisque vous avez le CAPEX, si on vous donnait un chiffre pour le cash flow, implicitement, il y aura des chiffres pour le ROC. Donc je crois qu'il est cohérent de ne pas donner de chiffres pour l'ensemble. Ce qu'on a dit, on a parlé du CAPEX et on a dit que le cash flow allait rester un point sur lequel on allait faire attention. Pour DIA, ce qu'on a dit déjà, c'est que oui, il y aura une perte probablement au même niveau en 2016 qu'en 2015. C'est ce qu'on a dit. Et puis la dernière question, l'Italie. Non, nous n'avons pas confirmé la profitabilité de l'Italie. Nous avons dit qu'on faisait mieux en 2015 qu'en 2014. Et vous aurez bien compris qu'en 2016, on devrait voir une amélioration encore et qu'on arrive près du point d'équilibre en 2016 en Italie. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Parce qu'il est 12h15, il y a des gens qui sont en hypoglycémie, je les ai vus. Je voulais juste que vous confirmiez pour la Chine. Oui. Vous êtes en perte opérationnelle sur la Chine. Oui. Ça, c'est exact. Et quel est le montant de cette perte opérationnelle? Comment? Quel est le montant de la perte sur raisonnable, la Chine? Raisonnable. Non, mais vous ne pouvez pas nous donner un chiffre. Non, mais je vais vous dire, madame, s'il y avait quelque chose, s'il y avait une grosse alerte sur la Chine dans ce domaine, vous le sauriez. Nous avons en Chine une perte opérationnelle et on a aussi... C'est votre truc, non? C'est son épouse qui appelle. Quand même. Non, non. Je vous ai dit tout à l'heure que à la fin de l'année 2016, nous pensions commencer à voir le redressement de la Chine, plein pot 2017. C'est tout. Voilà. C'est tout. Merci à vous. Et vous noterez qu'on est quasiment... avec Auchan d'ailleurs, hein, c'est le seul. Nous sommes les derniers distributeurs occidentaux à être présents. Oui, j'ai dit, oui, parce que oui, j'ai une vision de l'Occident qui n'est pas la même que la vôtre. Mais disons, avec le niveau de qualité opérationnelle qui est le nôtre, avec le niveau de qualité opérationnelle qui est le nôtre, je pense qu'on a à la fois une image, une présence géographique, parce qu'on a 240 magasins aujourd'hui, hein, 200. Ouais. Donc c'est quand même pas neutre. On est en train d'entamer cette mutation qui est substantielle. Ça prend un peu de temps et moi j'ai confiance, autrement on ne le ferait pas. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que le Return on Capital Employed en Chine est un des meilleurs de la société pour une raison simple, c'est qu'on s'est développé avec une intensité en capital très faible. Donc nous n'avons pas de pression particulière et il faut que nous continuions. C'est un immense pays avec un nombre d'habitants considérable. Et comme on est replié sur l'alimentaire, si vous voulez, on peut facilement visualiser ce que ça veut dire. Merci beaucoup, madame. Mesdames, messieurs, merci à vous. On a débordé sur le temps que vous aviez prévu de nous consacrer. Merci encore d'être venus jusqu'à nous et on vous souhaite une très belle journée et on espère vous avoir
conforté dans la confiance qui, me semble-t-il, était déjà la vôtre dans le groupe Carrefour. Merci à vous. À bientôt. Allez hop.